Bonjour, donc on va reprendre nos exposés avec une intervention un peu couplée, donc Frédéric Coulet et moi-même. Donc dans un premier temps, Frédéric Coulet va aborder le problème des données massives en recherche et de protection des libertés. Donc Frédéric Coulet est professeur de droit à l'université Paris-Sud, Paris-Saclay et vice-présidente du conseil Politis. Voilà. Merci. Alors, je voudrais donner quelques indications sur la manière dont je vais traiter le sujet en tant que juriste, et puis sur l'articulation entre nos deux contributions. Nous allons intervenir, Christine et moi-même, sur les données massives en recherche et la protection des libertés, avec naturellement des angles qui vont être assez différents au regard des compétences et des champs de compétences qui sont les nôtres, sachant que ce qui va opérer la bascule entre nos deux interventions va être une question que je vais soulever sans la traiter, qui est celle de l'anonymisation et de la pseudonymisation des données. J'ai du mal à le dire. Alors, je voudrais également apporter une précision. Il y a eu un certain nombre d'allusions qui ont déjà été faites au débat, aux discussions qui peuvent avoir lieu avec les juristes sur les questions de données massives, sur la mobilisation de ces nouvelles techniques dans le domaine de la justice et ailleurs. Alors, il y a beaucoup de collègues compétents en droit de la propriété intellectuelle ou dans le domaine du droit privé, dans d'autres champs, en responsabilité civile également, qui ont été amenés à investir ces problématiques. C'est moins le cas des personnes qui ont un profil comme le mien et qui sont plutôt spécialistes du droit public et notamment des libertés. C'est sous cet angle-là donc, que je vais traiter le sujet. Alors, pour introduire le propos, s'interroger sur l'utilisation des données massives en recherche et, dans ce contexte, la protection des libertés, m'amène de manière extrêmement caractéristique du point de vue disciplinaire à essayer de trouver des définitions dans un premier temps. Je dois dire que ma quête concernant les données massives a été un premier sujet de difficulté. Il m'a été possible de trouver des références qui établiraient, le conditionnel est maintenu, que la première utilisation de l'expression données massives interviendrait dans un article scientifique qui a été publié en octobre 1997. Donc c'est une utilisation qui est récente et avec une proposition de définition qui est à la fois récente et rudimentaire de mon point de vue, puisqu'il est question d'un concept permettant de stocker un nombre indicible d'informations sur une base numérique. Je n'ai pas les compétences requises pour apprécier l'intérêt de cette définition. Ce que j'identifie en revanche, c'est que en tant que juriste, je vais m'interroger sur les données massives que je vais caractériser d'abord par le changement d'échelle qu'elles vont être amenées à introduire et qu'elles introduisent en matière de recherche, mais qu'elles introduisent également dans bien d'autres domaines, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'administration et de l'exercice du pouvoir public. Donc nous allons nous intéresser à la problématique de la recherche, mais qui est une problématique parmi d'autres. Alors, s'interroger sur les données massives en recherche et la protection des libertés, c'est nécessairement se poser aussi la question de la définition de la liberté de la recherche. De ce point de vue-là, on en revient à des classiques que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer. Nous sommes dans le domaine de ce que l'on appelle, d'une expression un peu surannée, les libertés académiques. Et les libertés académiques, donc la liberté des universitaires, pour dire les choses autrement, se définissent comme une liberté d'expression et d'action, une liberté de communiquer des informations, de chercher, de diffuser sans restriction le savoir et la vérité,
c'est la définition qui est proposée par le Conseil de l'Europe, plus exactement par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans une recommandation de référence sur le sujet. Et cette définition rejoint une définition plus vaste de la liberté d'opinion et d'expression que l'on trouve déjà tout simplement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc la liberté d'opinion et d'expression, c'est le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir, de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit, est naturellement important dans le contexte qui nous occupe. Alors, quand on réfléchit à la liberté de la recherche, on insiste généralement sur la première dimension de cette liberté, c'est-à-dire la liberté d'expression, et sur les atteintes possibles à cette liberté d'expression. Mais naturellement, une interrogation au regard de la place des données massives, la place prise par les données massives dans nombre de disciplines conduit certainement à réenvisager les choses et à souligner l'importance de la liberté de communication et notamment dans cette liberté de communication, de la liberté de communiquer des informations. Alors, quelles sont les conséquences donc, de l'utilisation des données massives en recherche du point de vue des libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives? Quels sont les risques réels ou supposés que cette massification fait peser sur nos libertés, plus spécialement sur nos vies privées? La question peut être posée en ces termes, et si elle est posée en ces termes, eh bien, elle amène à un schéma, à un scénario qui est relativement classique en droit des libertés, qui est celui d'un risque d'atteinte portée à une liberté à l'occasion de l'exercice d'une autre liberté. Il est possible que l'on porte atteinte à votre vie privée à l'occasion de l'exercice de la liberté de la recherche qui passe par la mobilisation de données massives. C'est un petit peu la problématique. Alors ce schéma-là, je l'ai dit, est tout à fait classique pour le juriste et pour le spécialiste de droit des libertés. Ce qui l'est moins, c'est ce que la massification des données implique, et c'est ce que la rapidité des évolutions qui a été évoquée tout à l'heure, la rapidité de l'évolution des techniques implique également. On aura certainement l'occasion de l'évoquer indirectement par la suite. Alors on assiste donc à la mise en évidence de tendances qui sont des tendances contraires, et je voudrais souligner dans le cadre de mon intervention les dynamiques potentiellement contradictoires qui sont à l'œuvre sur cette thématique, des dynamiques d'ouverture à certains égards, mais aussi des dynamiques de possible fermeture à d'autres égards. En tout cas, la libre circulation des données est devenue un objectif clairement affirmé dans le domaine de la recherche comme ailleurs. Et dans ce contexte, je vais dans un premier temps essayer de m'interroger sur l'existence d'une gouvernance des données massives en recherche. La question est posée, donc il y a un point d'interrogation à la fin de la phrase. Et si cette question reste incertaine et se présente essentiellement sous forme d'hypothèse, eh bien, il est en revanche tout à fait clair que la protection des données personnelles s'impose pour les données massives comme pour les autres, dans le cadre de l'activité de recherche comme dans le cadre des autres activités humaines, même si, en la matière, une certaine souplesse est reconnue aux chercheurs en raison des particularités de l'activité de recherche, en raison de la place qu'a dans notre société la liberté de la recherche. Alors tout d'abord, la question de la gouvernance des données massives en recherche. Donc pourquoi poser cette question de cette manière ? Eh bien, tout simplement parce que
la mise à disposition de la production scientifique, qu'il s'agisse des publications ou des données, pour accéder au plus grand nombre, correspond à une volonté politique qui est très fortement exprimée actuellement et depuis quelques années, dans le contexte international, dans les institutions internationales et européennes, dans le cadre national. Et il y a une très grande diversité d'acteurs qui prennent place dans ce paysage. Alors, bien sûr, les États dans le contexte international, les États dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques du point de vue national, puisqu'ils contribuent à leur définition. Les agences de financement de la recherche dans le cadre des projets, les sociétés savantes, les chercheurs eux-mêmes. Donc il y a tout un aéropage qui intervient dans la définition de cette gouvernance et des démarches qui relèvent tantôt de la réglementation, tantôt de l'autorégulation, voire de la co-régulation, avec un objectif commun qui est celui de la meilleure circulation des données de recherche. C'est donc ce qui m'amène à évoquer une hypothèse qui est celle d'une gouvernance des données en recherche et plus spécialement des données massives. Alors, il semble intéressant dans ce contexte de partir de la science ouverte, de ce qu'elle représente, et notamment du travail qui a été mené en France à cet égard. Le plan national pour la science ouverte, qui a été adopté en France en juillet 2018, donne des indications précieuses en la matière. Il donne déjà une définition de la science ouverte, ce qui, dans ma démarche de juriste en quête de définition stable, correspond à quelque chose de rassurant. Donc la science ouverte, de quoi s'agit-il ? Eh bien, si on en croit le plan national, il s'agit de la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche. Elle s'appuie sur l'opportunité que représente la mutation numérique pour développer l'accès ouvert aux publications et autant que possible aux données de la recherche. Donc on trouve là à la fois la liberté de la recherche, les données de la recherche et la dimension technique. Alors, ce plan national se décline en axes et l'axe 2 vise, je cite, à structurer et ouvrir les données de recherche selon le modèle suivant. Notre ambition, est-il dit, dans l'axe 2, est de faire en sorte que les données produites par la recherche publique française soient progressivement structurées en conformité avec les principes FAIR, dans la version francisée de cet acronyme anglophone. Les principes FAIR signifient facile à trouver, accessible, interopérable, réutilisable. Ces données doivent respecter les principes FAIR. Elles doivent également être préservées et quand cela est possible, elles doivent être ouvertes. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cet axe 2 ainsi formulé, c'est l'approche qui fait converger à la fois une approche top-down, du haut vers le bas, avec l'approche bottom-up, puisque les principes FAIR sont issus des meilleures pratiques des sciences de données et vont venir présider à la construction, au stockage, à la présentation et à la publication des données, avec une perspective qui est une perspective vertueuse de gestion des données massives, une démarche de transparence, de responsabilisation, avec une logique d'élaboration d'un plan de gestion des données. Donc des préoccupations éthiques et juridiques sont ici à l'œuvre. Alors dans le prolongement du plan national, la coalition S, qui intervient quelques mois plus tard, se fixe comme objectif que d'ici à 2020, les publications scientifiques issues de la recherche financée par des subventions publiques nationales ou européennes soient publiées en accès ouvert dans des revues ou sur des plateformes open access conformes. Et cette coalition implique des organismes nationaux de financement de la recherche soutenus par la Commission européenne.
Alors, cette présentation succincte du plan national pour la science ouverte et de ses prolongements vise à mettre en évidence que sur cette question des données, finalement, des données de la recherche, eh bien, il y a un certain nombre d'enjeux, un certain nombre d'objectifs qui sont poursuivis, qui sont mis en avant, avec d'ailleurs la possibilité de les questionner et de les interroger de manière critique. Alors le plus évident d'entre eux, le plus immédiatement visible de ces enjeux, c'est ce que l'on appelle généralement dans tous ces documents qui prolifèrent, l'enjeu démocratique, mais qui, en réalité, pour la juriste que je suis, n'est pas véritablement un enjeu démocratique, c'est plus exactement un enjeu de démocratisation du savoir. Donc ça, c'est l'enjeu le plus immédiatement visible. D'ailleurs, le plan national pour la science ouverte le formule de cette manière. Elle induit, cette science ouverte, une démocratisation de l'accès au savoir, utile à la recherche, à la formation, à l'économie et à la société. Donc c'est un premier enjeu qui est fort. Deuxième enjeu qui est également important et qui est souvent rappelé dans ces documents, c'est l'enjeu en termes de transparence, et notamment en termes de transparence quant à l'utilisation de l'argent public. La recherche bénéficie de financements publics. Les citoyens doivent pouvoir constater qu'une utilisation adaptée est faite de cet argent. Et puis également un enjeu en termes de régulation et en termes de valorisation des données. Alors, cette gouvernance de la recherche, si on retient cette hypothèse, qui s'illustre donc dans la gouvernance des données massives, elle se nourrit de sources de droit qui sont extrêmement hétéroclites, donc je ne vais pas insister en la matière. Elle se nourrit de sources de droit dur, de sources de droit mou, qui sont plus des incitations, des invitations, des recommandations que véritablement des règles qui s'imposent juridiquement. Elle se nourrit aussi de régulations dont les communautés scientifiques prennent l'initiative, dont les sociétés savantes peuvent également prendre l'initiative. Et elle amène nécessairement à repenser, d'une certaine manière, la liberté de la recherche, puisque la liberté de la recherche, que nous avons jusqu'à maintenant présentée comme une liberté du chercheur, rencontre ici, via l'objectif de démocratisation, la liberté du public d'accéder à l'information scientifique et d'accéder aux données. Et cette rencontre soulève elle-même toute une série de questions, et éventuellement d'ailleurs toute une série de difficultés qui ne sont généralement pas évoquées dans ces documents. Accéder à l'information scientifique et aux données est une chose, se l'approprier et la comprendre de manière adaptée avec une analyse critique en est une autre, et ça soulève indirectement la question de la vulgarisation scientifique. Alors à ce stade, donc, il me semble possible de soutenir qu'il existe une gouvernance des données, même minimaliste, qu'elle n'est pas spécifique aux données massives, même si elle est très liée à leur développement, et qu'elle est directement construite en lien avec leur développement. Et on est là dans une perspective qui est une perspective positive. Il s'agit de tirer le meilleur de toutes ces techniques, tout en assurant une certaine régulation. On est dans une perspective qui est une perspective positive, encore une fois. Alors cette perspective positive, elle est contrebalancée par une autre perspective qui l'est moins, et en particulier par la question de savoir si on peut traiter, s'intéresser à ces données massives en recherche de la même manière que l'on s'intéresse, que le droit s'approprie les autres données. Doit-on les traiter de manière spécifique ou doit-on les traiter comme les autres? Est-ce qu'il y a une spécificité à entretenir en la matière? Alors en réalité, la question est antérieure
au développement des données massives. Elle a été posée dans le contexte international. Alors, ce n'est pas un hasard que ce soit le contexte international, c'est celui de la circulation de l'information scientifique ou de l'information tout court. Cette question s'est posée au début des fichiers automatisés de données, et l'élaboration des premiers instruments de référence en la matière, à une époque où la circulation des données n'avait absolument rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui, témoigne des hésitations en la matière et éventuellement de la priorisation qui peut être opérée à cette occasion. Alors, je vais donner 2 exemples d'instruments qui ont été élaborés exactement au même moment et qui montrent qu'on peut aborder cette question de 2 manières tout à fait différentes. Le premier instrument, ce sont les lignes directrices de l'OCDE régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel. Ces lignes directrices ont été adoptées en 1980. Et sur cette question du traitement spécifique ou pas, eh bien, les lignes directrices prennent une position très claire. Elles indiquent que la neutralité de la technologie particulière utilisée doit être préservée. Elles se désintéressent donc de cette question pour définir des principes relatifs à la protection de la vie privée et des libertés individuelles qui sont applicables au traitement de l'information en général. Donc on reste dans le cadre du traitement de l'information en général sans individualiser des techniques. À la même époque, le Conseil de l'Europe s'intéresse à ces questions, sous l'angle également de la protection des libertés. Il considère alors que l'activité qui est en cause emporte suffisamment de risques en termes de liberté pour y consacrer un traité spécifique. C'est la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, qui est une convention adoptée à Strasbourg en 1981, qui repose sur la préoccupation de protéger les personnes face à ce type spécifique de données. Alors, ce n'est pas une réflexion spécifique à l'utilisation de ces données dans le champ de la recherche qui est ici à l'œuvre, mais ce sont les premières réflexions, les premières consolidations juridiques qui sont opérées. Et je constate que les documents de référence plus contemporains qui sont amenés à soulever la problématique de l'éthique et des données massives soulève, pointe de manière systématique la spécificité de ces données personnelles. Alors cela m'amène naturellement à venir au second temps de mon propos et bien évidemment à évoquer la protection des données personnelles dans le cadre de l'activité de recherche via cet instrument bien connu maintenant qui est le Règlement général sur la protection des données personnelles qui s'applique depuis le 25 mai 2018 dans tous les États membres de l'Union européenne. Alors, la protection des données personnelles dans ce cadre dépasse notre problématique de l'activité de recherche, encore une fois. On nous propose une définition de la donnée personnelle et une définition du traitement qui ont bien d'autres applications que celle d'une confrontation avec l'activité de recherche. La définition de la donnée personnelle sans la donner de manière exhaustive, est extrêmement générale. C'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, avec un certain nombre de critères qui sont proposés pour évoquer cette question d'identification. Et le traitement correspond à toute opération ou tout ensemble d'opérations énumérées par le RGPD lui-même, effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou des ensembles de données à caractère personnel. Donc, sur la problématique spécificité ou application d'instruments généraux, on voit bien que la définition qui est donnée du traitement, notamment, amène à replacer les procédés automatisés dans un contexte qui est plus général. On va régir de manière générale la problématique des données, et notamment dans ce cadre-là, des données automatisées. Donc toutes les données à caractère personnel
qu'elles soient massives ou pas, entrent dans le champ d'application du RGPD. Tous les traitements sont concernés, les traitements automatiques et les autres. Alors, la difficulté, enfin l'apport majeur du règlement général sur la protection des données personnelles vient de ce qu'il reconnaît aux particuliers un certain nombre de droits, alors qui ne sont pas totalement nouveaux, mais qui sont là pleinement identifiés. Le droit d'accès à ces données à caractère personnel, le droit de rectification, le droit à la limitation du traitement, le droit d'opposition. Donc on est dans le registre de l'autodétermination informationnelle. Chaque personne va pouvoir décider de l'utilisation de ces données personnelles. Et c'est dans ce contexte que l'activité de recherche est évoquée, parmi d'autres activités, l'activité de l'entreprise, l'activité des administrations, l'activité du juge. C'est dans ce contexte, donc, qu'il convient de concilier l'activité de recherche avec les droits qui sont ici reconnus aux particuliers. Alors, naturellement, des arbitrages doivent être opérés, des équilibres doivent être trouvés, et un équilibre a dû être trouvé entre les exigences de la recherche et la protection des droits de la personne, la protection de ses données également. Donc les exigences de la recherche, eh bien, c'est naturellement l'intérêt d'un traitement massif des données avec des informations précises et en évitant toute une série de difficultés. Les droits de la personne, c'est une protection des données efficace qui se concrétise notamment avec des obligations que doit assumer le responsable du traitement des données. Donc le RGPD pose un certain nombre de principes. Et il nécessite une analyse à partir de ces principes, une interprétation au regard du type d'activité en cause. Et ce que l'on constate, eh bien, c'est que l'activité de recherche est traitée de manière spécifique, les données massives pas nécessairement, mais l'activité de recherche en elle-même est traitée de manière spécifique dans le cadre du RGPD et conduit à l'assouplissement d'un certain nombre de principes. Alors, là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail de la technicité du RGPD. Ce que l'on peut dire, c'est que le principe de finalité est assoupli. Je vais un peu expliquer de quoi il s'agit malgré tout. Tandis que le principe de minimisation des données est réaffirmé, mais peut faire l'objet de dérogations. Donc sur le principe de finalité, tout d'abord, la question qui est sous-jacente est celle de savoir pourquoi l'on recourt à des données. Et dans le cadre du RGPD, il est dit clairement que les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec cette finalité. C'est l'article 5, paragraphe 1b du RGPD, qui est un article qui est important. Alors, l'assouplissement du principe de finalité en recherche se manifeste de diverses manières. Je ne vais pas être exhaustive, je vais donner quelques exemples. Mais un nouveau traitement de données collectées dans le cadre d'une première utilisation avec des finalités déterminées doit être compatible avec les objectifs qui ont été initialement définis. Et lorsque le traitement ultérieur intervient à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, eh bien, il y a un assouplissement puisqu'il est posé une présomption de compatibilité. Alors, dans le contexte du RGPD, une attention est portée à un certain nombre de données dont le traitement est interdit. Alors, c'est ce que l'on appelle, selon une formule qu'on ne retrouve pas dans le RGPD, mais qui est assez parlante, les données sensibles. Donc, les données sensibles révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, biométriques, aux fins d'identifier une personne physique de manière unique.
cliniques. Enfin, les données concernant la santé, concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. Si l'on synthétise cette catégorie, ce sont des données qui peuvent faire l'objet d'utilisation à caractère clairement discriminatoire. Eh bien, l'interdiction du traitement de ces données posée par le RGPD dans l'article 9, qui ne s'applique pas si le traitement est nécessaire à certaines fins, parmi lesquelles on trouve la médecine préventive dans certaines conditions, mais aussi le traitement à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques. Donc c'est une spécificité, c'est un assouplissement qui est tout à fait remarquable de ce point de vue. Alors, de la même manière, les finalités de la recherche peuvent être définies de manière assez souple pour permettre des évolutions. Mais dans ce cas, le traitement doit être proportionné à l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des données. Alors, l'essence du droit à la protection des données a à voir avec les droits du particulier que j'évoquais tout à l'heure. Il a à voir aussi avec le principe cardinal en matière de droits de l'homme, qui est le principe de non-discrimination. À côté du principe de finalité, un autre principe important dans le cadre du RGPD correspond au principe de minimisation des données dont on anticipe qu'il peut soulever des difficultés lorsqu'on évoque les données massives. Alors, le principe de minimisation des données signifie que les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités qui ont été définies. Et ce principe n'est pas écarté en ce qui concerne l'activité de recherche. L'article 89 du règlement le dit clairement, même si des dérogations sont possibles. Et les dérogations peuvent être introduites par l'Union européenne ou les États membres en cas de traitement à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, encore une fois. Des dérogations qui portent sur le droit d'accès, en particulier le droit de rectification, la limitation du traitement, la modification, la portabilité et le droit d'opposition. Donc on voit ici que l'exercice de l'activité de la recherche, la liberté de la recherche, finalement, amène à limiter des droits qui sont reconnus aux personnes et également le droit à l'effacement ne va pas s'appliquer comme il s'applique ailleurs, dans la mesure où le droit est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement dans le cadre de la recherche. Eh bien, il sera éventuellement écarté. Alors naturellement, la mise en œuvre de toute cette logistique des données va tourner autour de personnes en charge de cette activité, le responsable du traitement, qui va devoir interpréter le RGPD et que l'on ménage en matière de recherche, puisqu'on souhaite qu'il ne soit pas confronté à des efforts disproportionnés. Le règlement y fait référence à certains égards. Alors pour terminer sur cette question, la protection des données personnelles dans le cadre de l'activité de recherche passe par des procédés techniques qui sont bien antérieurs au RGPD d'ailleurs, et qui sont appropriés par les communautés scientifiques. Je veux parler de l'anonymisation et de la pseudonymisation. Donc je ne vais pas traiter le sujet puisque c'est Christine qui le traite. Simplement, je voudrais souligner une dernière chose. C'est le cas des données sensibles et à grande échelle, puisque là, on voit pointer nos problématiques, puisque dans le cadre du RGPD, il est indiqué que lorsqu'un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies,
engendre un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, eh bien, une analyse de l'impact des opérations de traitement doit être menée. Donc, une analyse d'impact est directement corrélée à l'utilisation des nouvelles technologies. Elle est spécialement soulignée pour les traitements à grande échelle des données. Et elle est spécialement mise en évidence lorsque le traitement à grande échelle concerne des données qui, par ailleurs, sont qualifiées de données sensibles. Voilà pour le cadre général. Christine reprend la problématique de l'anonymisation et de la pseudonymisation que j'ai déjà évoquée.